Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde que je suis ravie d'animer autour d'un sujet qui aujourd'hui est autour des lèvres de tout le monde et toutes les entreprises et particulièrement les TPE-PME. C'est un projet IA, de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que je l'intègre au sein de ma société et comment je la mets en œuvre avec des actions pratiques, pragmatiques, avec un business model associé et quelles sont ses conséquences et les actions qu'il faut mettre en face. Alors je me présente, je suis Magali Germont, je suis co-dirigeante chez Adelia, je suis responsable d'un pôle data stratégie qui allie IA et éthique. Et je vais introduire cette table ronde avec une petite histoire, l'histoire qui est une histoire de tous les jours, qui est le questionnement des entreprises. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises que je rencontre et qui viennent justement vers moi pour réfléchir à la stratégie à mettre en place de son entreprise se posent la question de l'intelligence artificielle. Est-ce que je dois faire de l'intelligence artificielle ? Est-ce qu'il faut faire de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle ? On a parlé de la transformation digitale de la société, des entreprises. On se rend compte aujourd'hui qu'avec la crise Covid, il y a eu en effet une accélération des process et de cette transformation digitale et que toute filière confondue ou toute taille d'entreprise confondue a été confrontée à cette digitalisation. Mais la question, c'est est-ce que digitalisation signifie intelligence artificielle ? Plus loin encore, est-ce que je dois aller vers de l'intelligence artificielle pour rendre mon entreprise plus performante, plus concurrentielle? C'est des vraies questions qui se posent. Et du coup, face à ce qu'on peut mettre derrière ce mot intelligence artificielle, il y a des vraies questions de démystification. Comment j'intègre ? Est-ce que posséder de la data, est-ce que la valorisation de la donnée amène forcément à de l'intelligence artificielle ou pas ? Et comment, du coup, je réfléchis à mettre en œuvre ces projets d'intelligence artificielle. Donc, aujourd'hui, j'ai autour de la table des experts qui vont partager cette table ronde, mais surtout ce débat autour, en effet, proposer des solutions, voire des réflexions vraiment pragmatiques sur comment mettre en œuvre un projet d'intelligence artificielle et surtout que ce projet soit mené à bien, que ce soit une réussite. Parce que réfléchir, se dire oui, je vais intégrer l'IA, on en est tous à l'état de réflexion, mais aller jusqu'au bout de la démarche et faire en sorte que cette démarche soit un succès, quelles sont les clés pour justement arriver à ce succès ? Alors je vais laisser les invités se présenter en commençant par ma gauche, par Jérôme Béranger. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente Jérôme Béranger. Je suis le CEO d'Adelia, donc la même société du coup que Magali. On est vraiment centré et expert et dans l'accompagnement et dans tout ce qui est le développement, notamment autour de la data science, de la stratégie, de la valorisation des données numériques au sein des entreprises. On les accompagne dans tout ce qui est la numérisation au sein de leur organisation et de leur process. Et en plus, nous sommes reconnus pour avoir développé aussi toutes des grilles d'analyse, d'évaluation éthique, des outils d'auto-évaluation éthique, notamment de suivi pour les entreprises, pour justement s'assurer que tout ce qu'ils font au sein de leur numérisation soit éthiquement acceptable. Et on a aussi développé un label qui s'appelle Label Adel, qui permet aussi comme tiers de confiance, qui permet aussi de s'assurer en externe que tel ou tel projet numérique soit éthiquement acceptable pour les utilisateurs autant que pour la société. Et on est dans une acculturation vraiment dans cet esprit-là. Juste pour finir, j'ai aussi une deuxième casquette où je suis chercheur associé à l'INSERM, au CERPOP, qui est juste à côté, qui est voisin d'ici, dans toutes ces réflexions, notamment sur l'éthique appliquée au numérique, sur tout ce qui est les big data, mais aussi l'intelligence artificielle, la blockchain et tout ce qui est les systèmes d'information. Voilà.
Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis Pierre-Nicolas Tiffreau, je suis le cofondateur et CTO de la startup Pixelia. Donc, on est une startup toulousaine et nous, on développe des outils pour les entreprises qui veulent faire de l'intelligence artificielle, pour les aider justement à développer leurs projets, les mettre en application et arriver à maintenir tout le cycle de vie des algorithmes pendant toute la durée des projets de manière efficace. Bonjour, et je suis Antoine Couret. Donc j'ai aussi deux casquettes en fait, comme Jérôme. Je suis à la fois président du Hub Francia, qui est une association qui fédère les écosystèmes de l'IA côté IA opérationnel, donc plutôt entre grands groupes, start-up et académiques, et justement pour favoriser le déploiement de projets IA en production et de façon industrielle. Et puis, je suis également président d'une start-up qui s'appelle Aleia, qui est à Paris, mais on a également un établissement à Toulouse, et qui propose une plateforme justement d'ingestion de données, de traitement, et très orientée sur la mise en production des projets d'IA. Mais on y reviendra juste derrière. Alors absolument, merci beaucoup. Alors ma première question, elle va être pour Pierre-Nicolas. Aujourd'hui, on sait qu'on est dans une économie en pleine transformation digitale, que les entreprises ont tous entrepris leur fameuse course vers l'IA, toujours plus d'IA, sans toujours savoir vraiment jusqu'où ça va aboutir. Et on commençait à intégrer dans leur modèle de plus en plus de projets. Mais il est lourd de constater que malheureusement, plus de 50% de ces projets n'aboutissent pas. Donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de prototypage. Il y a des POC, comme on dit. Mais ces fameux POC ne sont pas mis en production. Selon vous, pourquoi ? Donc, bon, pour les non-anglophones, du coup, POC, donc pour preuve de concept, effectivement, l'autre mot pour prototype. Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà parce que l'IA demande des compétences particulières. Donc, on va avoir des équipes vraiment data, donc que ce soit data scientist, data engineer, des équipes aussi plutôt IT, donc tourner tout ce qui va être DevOps, développeurs, etc. Et il y a aussi une partie qui est en fait l'initialisation des projets, elle vient quand même d'un besoin business, donc il va y avoir des gens qui doivent comprendre le problème marché, le problème business et comment est-ce qu'on va le résoudre avec des algorithmes d'IA. Et le problème, c'est que on va souvent arriver à prototyper quelque chose pour un problème en particulier. Malheureusement, ça demande des compétences qui sont complètement hautes pour justement le mettre en production. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se spécialisent du coup dans la mise en production de modèles et qui en fait beaucoup plus dur aujourd'hui que le développement de prototypes, qui est quelque chose qui est devenu assez facile parce qu'il y a énormément de labos de recherche dans le monde qui s'évertuent à mettre en open source leurs projets de recherche, des modèles toujours plus performants. Donc le challenge n'est plus là. Il est vraiment sur comment mettre à l'échelle, mettre en production et pouvoir servir les modèles d'IA pour avoir un retour sur investissement réellement business. Ce qui demande un peu du coup aussi de compréhension vraiment métier, de voir où est-ce qu'on va aller chercher ce ROI, ce retour sur investissement et comment est-ce qu'on l'optimise. Alors, on entend en effet toute cette difficulté de passer donc, du prototypage à l'industrialisation. C'est un peu dans ce secteur, Antoine, que vous proposez un accompagnement justement pour améliorer ce passage du prototype à l'industrialisation des projets d'IA. Et pour ça, vous proposez des solutions clés en main. Qu'est-ce qu'on appelle une solution clé en main ? Et en quoi une solution clé en main peut justement démystifier et déverrouiller ces freins qui sont encore quand même présents dans les mentalités des chefs d'entreprise et des dirigeants quant à l'intégration de l'IA dans leur stratégie économique. Oui, effectivement, d'abord, solution clé en main, c'est un peu comme si, côté IA, effectivement, comme disait Pierre-Nicolas, c'est des choses qui restent aujourd'hui à construire. Mais aujourd'hui, quand vous utilisez vos systèmes d'information, en général, vous ne vous posez pas trop la question en fait, de refaire complètement un système d'information. Quand vous utilisez Internet, vous n'allez pas reconstruire un protocole d'échange, un protocole de structuration des données, etc. Tout ça, ça a été fait il y a 30 ans. Et vous ne vous posez jamais la question de comment c'est fait en fait. Et donc effectivement les solutions clés en main côté IA, c'est ça qu'elles vont permettre pour résoudre un certain nombre de sujets que Pierre-Nicolas citait, c'est-à-dire les freins dont vous parliez. Et quels sont les freins? En gros, il y a deux grands types de freins. Il y a des freins assez rationnels, puis il y a des freins un peu irrationnels, comme en parlait aussi Luc dans la keynote de ce matin.
Il y a les mythes autour de l'IA générale, qui va tout remplacer, qui va tout faire, etc. Et effectivement, le chef d'entreprise va aussi être confronté à ça de façon souvent non dite, parce que les laboratoires vont se poser des questions, est-ce qu'on va être remplacé de ça? Et donc ça, il faut apporter des outils qui vont donner aussi la confiance en ça, pour pas que les gens se sentent, disons, désemparés de ce qu'ils font au quotidien. Et puis il y a les sujets plus rationnels qui sont c'est bien, j'ai fait des POC, j'ai fait des XP, ça donne des trucs, mais in fine, comment je passe en prod et comment je passe. Alors pourquoi passer en production? Si on prend quelques chiffres, aujourd'hui, je vais vous en donner 3. Donc aujourd'hui, il y a 9 dirigeants sur 10 qui ont envie d'aller vers l'intelligence artificielle. Il y en a aussi 9 sur 10 qui ne savent pas comment y aller. Et en revanche, ceux qui y sont allés, disons qui sont passés POC, expérimentation à mise en production, ont un niveau d'efficacité, enfin en gros, ils ont une rentabilité et une performance qui est 3 fois supérieure aux autres. Donc ça, c'est pas moi qui les invente, hein, c'est une étude d'Accenture d'il y a 2 ans. En fait, oui, ça va être fin 2019. Donc pourquoi en fait? Parce que pour passer en production, ça a posé plein de questions alors, il y a tous les sujets d'IA, mais en fait, les sujets d'IA, pour passer en production des projets d'IA, c'est entre 15 et 20% du sujet. 80% du sujet, c'est majoritairement des sujets informatiques et des sujets in fine de confiance. C'est des sujets de est-ce que je vais avoir la performance, est-ce que performance informatique, performance métier, est-ce que les ROI que j'ai vus sur des petits POC, en fait, ça va marcher à grande échelle aussi, est-ce que quand je passe à l'échelle, je ne vais pas avoir besoin de, je ne sais plus combien il disait, mais 440 gigawatts pour gérer mon truc avec une centrale nucléaire qui je dois coller, etc. Donc c'est tous ces sujets-là, tous les sujets aussi autour de la sécurité, parce que quand vous passez en production, tant que vous faites un POC, vous pouvez prendre un set de données, limite le mettre sur votre ordinateur et faire tourner les modèles, ça marche très bien. Quand vous voulez le passer en production, il faut se connecter aux sources de données, il faut que les sources de données elles soient intègres, intègres en amont, qu'elles soient intègres durant toute la chaîne de traitement, intègres en aval, etc. Et donc tous ces logiques, alors les mots en général, c'est gouvernance, traçabilité, on peut parler d'éthique également dans la gouvernance, c'est-à-dire que s'assurer que les gens qui vont manipuler la donnée, utiliser les algos et tout ça le font de façon éthique, etc. Et puis se vient après les sujets potentiellement de souveraineté ou d'indépendance économique. Voilà, si vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps, en ce moment il y a pas mal d'évolutions dans le monde du retail, des produits de grande consommation, sur l'IA. Assez curieusement, puisque ça a été annoncé cet été, des entreprises comme Carrefour, LVMH vont plutôt prendre des solutions aujourd'hui chez Google plutôt que chez Amazon. Vous comprendrez aisément pourquoi. Le fait que LVMH ou Carrefour n'ait pas forcément envie que Amazon puisse comprendre la façon dont ils gèrent leurs données. Donc, en fait, tous ces passages en production, c'est-à-dire quand vous voulez avoir un gain économique maximum au sein de l'entreprise, il va y avoir des sujets de complexité informatique qui doivent être résolus. Il va y avoir des sujets d'intégrité, de confiance à la fois dans la donnée et dans l'usage de la donnée, et des sujets de maîtrise de son modèle économique pour pas que les données partent n'importe où et on en fasse n'importe quoi. Donc ça, c'est très pragmatique. Sur la table ronde d'avant, on en parlait. Il y a évidemment autour de ça tous les sujets plus institutionnels de gouvernance, d'éthique, de RGPD, du DGA en ce moment en discussion à l'Europe, des travaux autour de l'éthique et de la donnée au GPAI et donc au Global Partnership on AI. Donc c'est des sujets qui sont à la fois très institutionnels au mondial, mais in fine, qui sont aussi très pragmatiques au quotidien sur pourquoi un chef d'entreprise va avoir envie de passer ou a peur de passer à ce sujet-là. Et donc effectivement, pour ces passages en production,
production qui, j'espère que vous l'aurez à peu près compris, ont une certaine complexité. Des solutions clés en main, elles ne vont pas faire le truc à la place du chef d'entreprise, elles ne vont pas faire les algorithmes ou même les solutions à la place des collaborateurs de l'entreprise, qu'ils soient côté IT, data scientist ou qu'ils soient côté métier. En revanche, elles vont résoudre tout ce qui est en dessous, donc faire en sorte que les fondations de la maison soient propres, que la maison est sécurisée. Et donc, en gros, vous avez un système d'information qui va pouvoir intégrer de l'IA de façon à peu près confiante. Alors, merci beaucoup. Justement, reparlons de cette confiance. En effet, elle a été évoquée à la table ronde précédente. On est tous conscients qu'il y a cette fameuse future réglementation qui va encourager une IA plus éthique et plus responsable et qui nous amène aussi à nous poser des questions autour de l'encadrement et du suivi dans le temps de ces intelligences artificielles, tout en gardant un contrôle humain. Comment pensez-vous que cela puisse être possible, Jérôme? Et selon vous, quelles actions pragmatiques pouvons-nous mettre en œuvre pour garder ce contrôle? C'est sûr que c'est une question que de plus en plus d'entreprises se posent actuellement, parce qu'on a vu déjà il y a quelques années avec l'arrivée du RGPD, comment les entreprises s'étaient imposées du coup et comment en interne ils devaient se mettre en ordre de marche pour rendre applicable finalement ce RGPD et rentrer dans les clauses et les normes en fait et les exigences que le RGPD exerçait. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? C'est un énorme marché qui s'est développé avec notamment les cabinets juridiques qui ont proposé des offres justement d'accompagnement pour faire en sorte que l'entreprise soit RGPD compliante. Donc, si on se projette dans le temps, dans 1 an ou dans 2 ans, avec l'arrivée ce sera peut-être un RGPD bis, mais en tout cas centré non pas sur la protection des données numériques, mais sur une IA, une intelligence artificielle à la fois éthique et digne de confiance. Donc là, on est toujours de la donnée, mais encore plus sur le système algorithmique, etc. Et là se pose un vrai problème actuellement, en se disant comment les entreprises vont pouvoir, quand on va leur imposer ce cadre-là, vont pouvoir répondre aux exigences et aux attentes justement de ce nouveau cadre européen qui va arriver, cette nouvelle régulation, qui est vraiment importante. J'avais été auditionné, je me rappelle, juste avant la promulgation du RGPD en termes de loi, il y a 3 ans ou 4 ans par l'Assemblée nationale, comme expert en disant qu'est-ce que vous pensez du RGPD. Je leur disais, vous pouvez être RGPD compliant, mais pas éthique. Parce que le RGPD, finalement, d'un point de vue projet numérique, parce que le RGPD, c'est très focalisé et très centré sur la donnée, sur la protection des données, mais sur l'algorithme et sur les usages qu'on en fait, pas du tout. Alors je leur disais, c'est déjà bien, c'est déjà un tiers du chemin. Et finalement, 80% du RGPD, quand vous le retrouvez dans la loi de 78. C'est juste pour les autres pays européens qui, c'est vrai, n'avaient pas ces lois qui étaient très développées, et donc ça a été un vrai changement. Finalement, ça s'est fait avec un bon accompagnement juridique, ça se fait assez progressivement, et finalement, je ne dis pas qu'on a accouché d'une souris, mais c'est vrai que ça a eu un impact, mais ça n'a pas été non plus l'avalanche d'exigences et de contraignances qu'on aurait pu penser en termes d'évolution des startups ou des entreprises qui étaient armées progressivement. Alors si on revient avec la question par rapport à l'intelligence artificielle et à cette nouvelle réglementation européenne, là par contre, et on a vu à la table ronde précédente avec les propos d'Olivier Auradou par rapport notamment à Occitanie Data et Futur Equitia et Emmanuel Rial sur déjà la proposition d'avoir une charte éthique qui permet de rentrer dans un espace de confiance par rapport à créer un véritable écosystème de confiance autour de la data. Et ça, c'est une première. Là, c'est ce que j'appelle l'éthique du contexte, finalement. C'est que c'est important pour une entreprise de s'associer à ces genres d'initiatives dans ce sens. Nous, on est en collaboration justement avec eux pour les aider à co-construire un outil, un label autour de l'éthique, justement appliqué au projet numérique, et après être terre de confiance pour accompagner les futurs projets audités. Ça, c'est une chose. Nous, ce qu'on fait, nous, de notre côté, en interne, en fait, pour les entreprises, c'est quand on réfléchit sur un projet numérique qu'on doit accompagner, savoir si l'entreprise dit est-ce que ce projet est éthiquement acceptable.
on a une vision qui est très systémique finalement et transversale, parce qu'on s'aperçoit bien qu'un projet numérique, c'est pas uniquement de la data. On a beaucoup entendu jusqu'à maintenant la data, la gestion de la donnée. C'est vrai que c'est le cœur d'un projet numérique, mais quand on réfléchit, il y a aussi l'algorithme, c'est-à-dire tout ce qui est le moteur de la voiture. La data, c'est l'essence du XXe siècle, comme on dit, très bien. Mais si vous avez la donnée la plus propre du monde, c'est important, c'est la base. Mais si le moteur est défaillant, la voiture, elle va être défaillante pour l'utilisateur. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Il faut avoir une vision transversale, c'est ça qui est toute l'importance aussi par rapport à ce règlement européen, mais aussi pour les entreprises. C'est que ça va être une vision vraiment systémique, c'est-à-dire que dedans, tout est entremêlé et interagit. C'est dans un projet numérique, il y a les datas, on en a parlé. Il y a l'algorithme qui va exploiter les datas, ça c'est une chose. Il y a aussi le système. C'est ce que j'appelle l'éthique des systèmes, c'est le système, l'ergonomie du système d'information, les interfaces, le design, comment c'est fait, parce que vous pouvez avoir la voiture la plus belle, la plus propre du monde, le moteur le moins défaillant, si les fonctionnalités ne sont pas ergonomiques par rapport à l'utilisateur, au chauffeur, on va mal utiliser la voiture. Donc ça, l'un ne va pas sans l'autre. Puis il y a aussi le contexte, c'est-à-dire qu'on voit bien, on a parlé de Stop Covid tout à l'heure. On voit bien qu'un stop Covid ou anti-Covid, suivant la valeur d'usage et le contexte, que ce soit en pleine crise économique, sociale et sanitaire, n'a pas la même portée, le même usage que si c'est avant, après, etc. Mais il y a aussi le contexte religieux, économique, informatique, réglementaire. Et tout ça, ça interagit dans le cycle de vie, finalement, d'une application intelligente au sein de la société et encore plus dans une entreprise. Donc il faut prendre en compte aussi ces paramètres-là. Deux autres aussi critères à prendre en compte dans un projet numérique, c'est tout ce qu'on appelle l'éthique des pratiques, c'est-à-dire l'usage qu'on en fait, la finalité autour du projet numérique. On le voit bien, on pourrait la voiture la plus parfaite du monde. Si vous êtes un ambulancier, vous voulez sauver des vies, vous allez aller vite avec votre voiture pour l'emmener très vite à l'hôpital. Vous êtes un terroriste, vous écrasez des gens. Mais vous voyez bien, donc la valeur d'usage et la finalité est très importante. Et enfin, l'éthique des décisions. On a parlé tout à l'heure, Luc Julien en a parlé, que pour lui, une IA, c'est actuellement encore un outil, finalement, une aide à la décision. C'est une béquille pour une personne pour mieux marcher. Et c'est l'intelligence augmentée, si je paraphrase ce qu'il disait. La décision est capitale. C'est associé à la régulation, à la responsabilité de la personne et de l'utilisateur. Donc on le voit, toute cette éthique-là, qu'on retrouve aussi dans le futur règlement européen, c'est fondamental d'avoir une vision d'ensemble transversale, et les entreprises, pour bien intégrer et rendre applicable ça, doivent s'armer d'une politique, d'une régulation, alors de plus en plus, il y a des éthiciens qui rentrent au sein des entreprises. Il y a des départements de l'éthique qui est séparé du juridique, parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup faisaient que le département dans les grands groupes juridiques faisait aussi compliance et l'éthique de l'entreprise. Et progressivement, ils s'aperçoivent que finalement, c'est très voisin et c'est complémentaire, mais c'est différent. Et donc, du coup, ils créent carrément un département dans cette optique-là, et qui développe toute une politique autour de ça. Et pour finir là-dessus, ce qui est important de se dire, c'est que c'est bien d'avoir des audits systémiques, mais il faut avoir une vision de suivi. Et ça, c'est très important parce qu'on l'a dit tout à l'heure, une IA, ou en fait un système auto-apprenant, on va dire, évolue aussi dans le temps en fonction des cycles, les données numériques qu'on va l'alimenter. Et donc, vous pouvez faire un audit à l'instant T plus 2, si vous ne faites pas des tests algorithmiques pour vérifier qu'il n'y a pas les biais ne vont pas s'amplifier ou pas, vous voyez bien que les finalités même peuvent évoluer. C'est cette fameuse boîte noire qui évolue aussi dans le temps. Et le but, c'est, comme l'a très bien dit soit Philippe Besse, soit Luc Julia, c'est faire des tests au niveau de l'interprétabilité, de l'explicabilité d'un algorithme dans le temps, faire des tests de robustesse, de qualité des données, d'intégrité des données, faire des tests aussi de discrimination sociale, mais aussi de discrimination autre, de biais qui peuvent arriver. Et ça, la vie d'un développement de l'IA, vous imaginez bien qu'elle évolue dans le temps, elle est en interaction avec son écosystème d'ensemble, et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour une entreprise.
Donc on l'entend. Ah, Ouais, j'ai une question Raj. pour rebondir sur ce que disait Antoine tout à l'heure. Donc il y a finalement très peu de dirigeants aujourd'hui qui arrivent vraiment à avoir un retour sur investissement avec les algorithmes d'IA. Les outils clés en main sont un peu là justement pour, en fait, comme il y a énormément de coûts cachés sur des choses, voilà, quand on fait un prototype, on ne se rend pas compte de toutes les étapes qu'on va avoir après, ces outils permettent d'y répondre, etc. Mais du coup, là, vous venez d'énoncer énormément de sujets liés un peu à l'éthique, notamment autour des algorithmes, aussi de la donnée, de la gouvernance, etc. Est-ce qu'avec autant de sujets à traiter, et aujourd'hui si peu de personnes qui arrivent vraiment à tirer un ROI, ça ne va pas étouffer un peu en fait les projets d'IA, et deuxièmement, comment est-ce que tout ça s'inscrit aussi dans ces outils clés en main pour fluidifier en fait le développement, sachant que ce qu'on essaye d'augmenter, c'est la délivrabilité des modèles, c'est le fait quand même d'arriver à performer à un moment donné. Comment est-ce qu'on arrive à conjuguer ça aujourd'hui? Alors, pour répondre, c'est une très bonne question, parce que c'est une question que beaucoup se posent en tant qu'entrepreneur ou entreprise qui développe une plateforme. C'est se dire finalement déjà, c'est que si vous le faites, c'est ce qu'on appelle l'approche de ethics by design. Dès la conception d'un projet, si on y incorpore dès le début des préconisations et des réglementations éthiques et des mesures éthiques, finalement, peut-être que à l'instant T, on perd un peu de temps par rapport à en faire rien, mais on en gagne tellement sur la durée, finalement, que c'est quelque chose qui est vraiment bénéfique, finalement, pour le concepteur de l'outil. Et surtout, c'est la confiance que vous développez par rapport à vos clients et à la société qui sont de plus en plus demandeurs. Je prends un exemple, une même table ronde ou même des congrès qui associaient l'éthique au digital, il y a encore 3-4 ans, je vous assure, ça n'existait pas. C'est-à-dire que moi, en 2009-2012, j'ai fait ma thèse en médecine là-dessus. On me fermait la porte, je passais par la fenêtre. Et j'étais la dernière heure du congrès. Et désormais, les choses ont évolué dans ce sens-là. Pourquoi ? Pas parce que j'ai développé plus d'articles scientifiques pour faire connaître. C'est surtout que, tout simplement, la société s'est accaparée le sujet pour une raison très simple. C'est qu'il y a encore 3, 4, 5 ans, on n'avait pas digéré une nouvelle technologie, que ce soit la blockchain, que ce soit même l'IA, il n'y avait pas de cas d'usage pragmatique. On ne voyait pas trop l'intérêt de se dire comment ça peut intégrer mon quotidien et impacter mon quotidien. Et de plus en plus, on le voit vers les publicités, vers les objets, même sur le marché qu'on fait, les voitures autonomes, le train autonome, on en a parlé tout à l'heure qui va arriver, que là, maintenant, on a digéré ce que c'était, on voit comment ça va aller, dans quel sens ça va. Et donc forcément, on doit se dire, ah attention, on devient méfiant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Et donc du coup, c'est là où il y a une vraie prise de conscience aussi. J'avais fait, il y a 3 ans, une présentation sur ce sujet-là au MEDEF à Paris, et donc devant tous les dirigeants, enfin une partie des grands dirigeants de grands groupes. Et donc je me suis dit, je vais me faire complètement allumer par les entrepreneurs qui vont même pas comprendre la logique et l'intérêt pour eux de leur raconter ça. Et en fait, j'ai été agréablement surpris en me disant, il me disait, mais monsieur Béranger, la valeur éthique et d'usage est devenue une valeur économique pour nous. S'il n'y a pas ce lien de confiance, et il n'y a pas alors, ça rentre aussi, ça intègre dans les process de la RSE, la responsabilité sociale des entreprises de plus en plus, et c'est tellement transversal que ça implique à la fois la com interne, la com externe, la compliance, le réglementaire, le juridique, le numérique, et c'est souvent associé d'ailleurs au COMEX. Et c'est ça que ça devient un intérêt. Donc c'est vrai qu'il faut avoir... Alors c'est sûr qu'une start-up va être beaucoup moins armée et équipée. Ils n'ont pas le temps, puis ils ont très peu de personnes compétentes finalement. Donc souvent, ils vont sous-traiter. Et nous c'est ce qu'on essaye de proposer, c'est des plateformes d'évaluation éthique, auto-d'évaluation éthique en interne, qui permet justement aux entreprises de s'acculturer et d'avoir un outil en interne pour suivre leurs projets. Mais c'est sûr que ça va prendre du temps aussi pour que ça se développe, parce que forcément, toutes les entreprises ne sont pas dimensionnées et armées à la même échelle les unes avec les autres. Alors, on l'a compris, mettre en place concrètement un projet ou une intelligence artificielle au sein d'une entreprise, c'est déjà passer par un cadre et poser les jalons de cette intelligence artificielle. Ça a été dit aussi précédemment, il faut revenir un petit peu aussi à l'état de responsabilité pour que ce projet soit en effet un succès. Alors si maintenant, de manière beaucoup plus concrète, on se dit, si demain, moi, je dois encourager une entreprise à intégrer une gouvernance justement par la donnée,
quelles seront alors les conséquences humaines et organisationnelles à prévoir et à anticiper pour ces entreprises? Si j'intègre donc de l'IA, qu'est-ce que je dois anticiper? Aujourd'hui, pour rebondir à ce que disait Jérôme, effectivement, le fait que les RGPD arrivent a fait souvent arriver dans les entreprises des postes de CDO. Donc peut-être que les postes de Chief Digital ou Chief Data Officer, peut-être que les CDO vont devenir CDO, donc Chief Data Usage Officer, qui permet évidemment d'aller jusqu'au bout. Après, je ne partage pas forcément tout sur ces sujets-là. Je pense que les deux sujets sont importants, c'est-à-dire à la fois l'éthique et la performance. En revanche, la question, c'est dans quel ordre on les met. Aujourd'hui, les boîtes américaines ont plutôt tendance à mettre performance first et éthique by the way. Les entreprises européennes ont plutôt intérêt, ils ont tendance à mettre éthique first, mais parfois la performance arrive un peu tard. Donc je suis peut-être un petit peu cash, mais je vais vous donner deux exemples. Au moment de la RGPD, il y a eu notamment beaucoup de discussions autour des données de géolocalisation, de la collecte en réel de ces données-là, etc. Les trois entreprises françaises, donc nous c'est des choses qu'on fait aussi par ailleurs, puisqu'on collecte des données massives, etc., mais dans des finalités qui sont très orientées sur la finalité. Les trois entreprises françaises qui faisaient ça dans le monde de la publicité, donc pour faire de la publicité locale en gros, ont toutes été attaquées. Il y en a 2 sur 3 qui ont failli partir au tapis en 2019, suite à la RGPD, suite à une attaque de la CNIL. Pourquoi? Exactement sur ce que disait Jérôme. Une start-up, même à 30 ou 40 personnes, n'a pas les moyens de se payer des lobbyistes pour aller contrer ça, des juristes pour bien tout analyser, etc. Bon. À l'inverse, Facebook, dont à peu près 3/4 des revenus sont basés sur la publicité géolocalisée, n'a absolument pas été attaqué. Pourquoi? Parce que Facebook, 1, a toute la partie lobbying à Bruxelles pour le faire. 2, effectivement, était déjà prêt, en fait, avant le RGPD, pour être compliant avec la réglementation associée. Et donc, c'est pour ça, dans les sujets de pourquoi un chef d'entreprise doit y aller et qu'est-ce qu'il faut mettre en place, il faut... Moi, je suis très usage-centrique, en fait. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise va aller vers ça si il va à la fin avoir de la performance et avoir de l'utilité pour son entreprise, pour ses collaborateurs, pour ses produits, etc. Le deuxième exemple que je vous donne, c'est aujourd'hui, vous utilisez tous LinkedIn, Netflix, Amazon, vous avez de la recommandation produit, vous avez de la recommandation réseau, vous avez de la recommandation de films, etc. Vous ne posez absolument pas la question de ce qu'il y a derrière, vous ne posez absolument pas la question de comment c'est fait, etc. En revanche, il y a de l'intelligence artificielle partout. Les patrons de l'IA chez Facebook, c'est des Français. Les patrons de l'IA chez Netflix, c'est des Français aussi. Voilà. Et vous ne posez pas du tout la question de comment c'est fait. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est pas éthique? Est-ce qu'ils me recommandent quand j'ai regardé des thrillers? Est-ce qu'ils me recommandent des thrillers? Est-ce que quand j'ai des enfants, en fait, ils prennent mon même compte, donc les thrillers sont aussi recommandés à mes enfants. Donc vous ne posez pas du tout, en fait, ces questions-là. Et en revanche, ces entreprises qui sont extrêmement performantes. Ce que je veux dire par là, c'est que un chef d'entreprise, il doit avoir l'accélérateur et le frein, quoi. Et aujourd'hui, donc l'accélérateur, c'est vraiment aller chercher les cas d'usage, aller chercher l'utilité. Et donc pour faire ça dans l'entreprise, il faut effectivement, l'IA et les données ont une façon de transversaliser l'entreprise assez forte. C'est-à-dire que ça bouscule tous les process qui sont en général cadencés. Alors pourquoi ça les bouscule? Les process dans une entreprise sont en général un peu cadencés, voire en silotés. L'IA, comme ça se base sur l'apprentissage, ça base sur l'apprentissage de ce qui se passe. Et donc, en fait, ça va prendre le truc qui est à la fin, donc le dernier process, et ça va dire, bah, tiens, on le remet au début pour pouvoir s'améliorer. Donc, forcément, ça transversalise tout. Donc, le premier truc pour être performant, il faut que le chef d'entreprise ait conscience de ça et crée dans son entreprise une vraie culture de transversalité, enlever la culture de la chapelle de la donnée, où j'ai la donnée, donc j'ai le pouvoir. Et il faut casser ça
pour créer une vraie transversalité pour aller vers des projets IA performants. Et le deuxième sujet, là où je rejoins complètement Jérôme, c'est le côté de l'utilité. Et il faut que l'utilité, c'est-à-dire qu'il y a la deuxième culture qu'il faut mettre en place, c'est le fait qu'on ne fait pas n'importe quoi avec les données, et avec les traitements, et avec les terrains. Donc il peut y avoir des sujets de biais, mais de toute façon, vous aurez des biais tout le temps. C'est-à-dire quand vous êtes une entreprise qui fait du scoring pour offrir des crédits, vous allez entraîner vos modèles avec des données qui font du scoring pour faire des crédits. Et si vous faites des crédits pour les voitures, ce n'est pas la même chose que de faire des crédits pour des maisons, etc. Donc forcément, les données en amont, elles sont biaisées ou elles sont prévues pour répondre à vos cas d'usage. Et donc en revanche, effectivement, il faut faire attention à ce que, c'est un des sujets qui est en ce moment en partie sur l'immobilier, c'est qu'effectivement, plus vous rentrez des trucs, plus vous avez moins d'impayés, plus les gens remboursent mieux. Et in fine, en gros, si vous n'êtes pas riche avec 30% d'apport et je sais pas, 10 000 euros de revenus pour avoir un crédit à 3 000 euros, ça ne marche pas. Donc là, effectivement, ça fait partie des biais. Et c'est là où on rejoint des questions d'éthique qui doivent être prises à un niveau institutionnel, à la fois d'un côté, et au niveau aussi de la performance de l'entreprise, pour vérifier qu'on ne dévie pas sur une pointe de marché qui fait qu'on perd peut-être la raison essentielle de la mission de l'entreprise. Donc il y a des entreprises qui vont vers l'entreprise à mission, et connecter ce que peut faire l'IA avec la mission de l'entreprise est extrêmement important pour ne pas se laisser entraîner un peu trop automatiquement par les algorithmes. Alors on l'entend, hein, c'est vrai qu'hier, faire un projet DA, c'était génial au sein d'une R&D, parce qu'on pouvait un peu se laisser aller à toutes les expérimentations. Aujourd'hui, au-delà de la R&D, on veut des résultats. On veut, entre autres, on l'a entendu, un ROI. On veut de la performance. Comment concrètement on peut mesurer cette performance ? Je dirais que déjà, ça commence par bien définir au début du projet ce qu'on veut attendre. Donc en fait vraiment donc il y a les objectifs business et surtout un certain palier de sachant que généralement on va essayer en fait d'automatiser ou d'assister une tâche qui était potentiellement humaine ou alors qui n'existait pas à la base, de mettre un seuil crédible de à partir de quel moment on estimera qu'un algorithme est performant. Ce qui est souvent très mal fait par les entreprises qui veulent juste en fait 100% de performance, ce qui est complètement inatteignable, même 95%, des fois c'est très dur. Donc il faut déjà bien mettre ça au début du projet. Et ensuite, donc l'IA, c'est quelque chose qui est vraiment très itératif. Donc en fait, il va juste falloir avoir déjà les outils pour pouvoir itérer correctement, rapidement, faire le plus d'expériences possible et avoir des personnes qui sont généralement les data scientists, du coup, qui vont analyser ces résultats et essayer en fait de diriger soit le besoin en nouvelles données, soit le besoin en nouvelles sources d'algorithmes ou en nouveaux avis d'experts métiers, parce que donc toutes ces données, en fait, il faut bien aussi les nettoyer, les annoter, etc. Et en fait, c'est lui qui va un peu, qui va devoir driver ces décisions et ces nouvelles actions pour augmenter la performance des algorithmes. Et ensuite, une fois que si on arrive justement à un prototype ou alors à déployer quelque chose qui est du coup user-facing, donc qui va être vraiment utilisé dans la vraie vie, c'est là où il faudra par contre vraiment monitorer, mesurer. Donc il y a énormément de choses à mesurer. Il y a déjà les performances, est-ce que ça marche, mais aussi les biais, ce qui est en fait le plus important, parce que c'est ça qui va finalement justifier est-ce que l'algorithme est viable pour la suite si on a trop de billets, en tout cas avec les données actuelles, quelles sont les nouvelles données qu'il faut qu'on aille collecter, est-ce que c'est vraiment compliant avec justement la mission de l'entreprise, les lois aussi européennes, françaises, peu importe, et ce qu'on veut vraiment faire, quoi. Alors peut-être pour compléter justement tes propos, pour de la performance, ce qui est important, et on le voit nous au quotidien avec les entreprises, c'est déjà, dès la conception d'une application intelligente, c'est de mettre autour de la table toute une équipe pluridisciplinaire, où dedans, il y a des data scientists, des data analystes déjà, mais aussi les développeurs, aussi le réglementaire, le juriste, aussi le corps de métier qui va être l'utilisateur, avoir fait au préalable, même quand on a une projection de qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi, comment, dans quel sens, dans quelle finalité, il faut aussi analyser l'impact que ça va avoir sur l'utilisateur, sur le citoyen, forcément. Et tout ça va contribuer progressivement à créer l'outil, le vrai outil qu'on veut, spécifique, qui soit pertinent et performant. Donc ça touche
autant la donnée numérique qui va être alimentée en données d'entrée, mais aussi la donnée de sortie, savoir quelle donnée de sortie est pertinente, qu'est-ce qu'on en veut, qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va l'utiliser, quelle décision on va prendre en fonction de tout ça. Et ça c'est comme vous l'avez très bien dit tous les deux, c'est un peu l'implication de chaque maillon de la chaîne de l'entreprise. Et c'est ça aussi la complexité d'une IA, c'est-à-dire que la conception met du temps, mais à la fin, finalement, c'est un gain de temps, de performance et de productivité. Mais pour cela, il faut impliquer un maximum de personnes. On en a parlé aussi. Pour moi, la valeur éthique n'est pas du tout dissociée, finalement, ou à mettre en contraste avec la valeur de performance. C'est un accompagnement, ça peut être de la performance encadrée, finalement. Mais après, tout vient à quel moment, où on met les forces et l'énergie. On peut le faire en parallèle si on a la chance d'avoir plusieurs acteurs ou compétences en interne pour le faire. Mais c'est vrai qu'en soi, il faut avoir vraiment une vision transversale, ça c'est clair. Et moi, je prends un exemple aussi de contexte. C'est-à-dire, ça m'est arrivé de faire un audit pour une mission d'accompagnement pour un grand groupe d'assurance. Et ils voulaient développer tout ce qui était l'activité de valorisation de leurs données. Donc par rapport à un projet d'IA qu'ils avaient mis en place, ils disaient, bah ouais, on a plein de jeux de données, mais finalement, on ne sait pas trop comment les analyser, on ne sait pas trop, c'est pas très pertinent, c'est pas trop, on va un peu dans le vague, quoi. Alors ils me disent, je ne comprends pas, on a pourtant embauché des data scientists qui venaient de l'école, mais qui ne connaissaient pas le milieu de l'assurance. Et ils nous ont fait plein de modèles, plein d'analyses autour de nos données, mais ce n'était pas du tout pertinent parce que s'ils ne comprenaient pas notre secteur. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait fait le raisonnement inverse. Je fais, bah, écoutez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des salariés qui sont assureurs chez vous et on va les former pendant 6 mois aux méthodes et aux outils de la data science. Et là, après, ils vont revenir. Donc, ils sont revenus après avoir fait toute leur formation, entre guillemets. Et là, par contre, ils ont réussi à analyser leurs données parce qu'ils avaient incorporé à la base leur écosystème. C'est ça qui est important aussi, c'est qu'on peut faire plein d'IA qui sont génériques, mais le problème, c'est que c'est vraiment le contexte qui fait que comment on le rend applicable. Et que ça soit dans le monde de l'assurance, dans le monde de la finance, dans le monde de l'aérospatiale, l'aéronautique ou de la santé, ben, on s'aperçoit que peut-être 80% des enjeux et des risques éthiques des biais sont identiques. Mais il y a 20% de contexte. Et ces 20%, ils sont fondamentaux. Et si on n'a pas une très bonne connaissance du secteur d'activité, du métier, de ce que vos clients veulent vraiment, eh ben, ces 20% risquent de tout pénaliser, tout un projet, et notamment donc la performance. Et ça, c'est très important de le prendre en compte dès le début du développement. Bien. Antoine ? Je ne vais pas forcément redire la même chose, mais les deux points qui ont été cités sont hyper importants. La grosse réussite du passage en production, outre toute la mamaille technique qu'il faut mettre en dessous, c'est le démarrage du projet. C'est-à-dire à la fois définir les indicateurs de performance et pourquoi je vais considérer que j'ai réussi le projet. Parce que l'IA, ça permet effectivement soit d'automatiser, donc ça va être des gains de temps, des gains de ressources, etc. Soit ça va permettre de faire des meilleurs matchings ou d'optimiser. Voilà. Et bien définir au démarrage les indicateurs de performance, de pourquoi ça va être un succès. D'abord, ça permet de mieux aller chercher les types de données qu'on veut aller chercher. Et donc de ne pas se perdre dans les analyses, comme le disait Jérôme. Quand on a plein de données, plein d'algos, en fait, on peut se perdre. En fait. On peut faire n'importe quoi. Donc ça, c'est le premier point, c'est au démarrage du projet, définir en fait qu'est-ce que je veux optimiser, quel KPI je vais prendre pour mesurer ça. Il n'en faut pas 50. Hein. En général, ça finit entre 1 et 3 maximum, au moins c'est mesurable. Et ça, c'est hyper important. Et le deuxième truc, c'est pour les trouver. Le plus dur, c'est de les trouver, en fait. Et pour les trouver, c'est ce que disait Jérôme. Pour les trouver, en fait, c'est une combinaison entre les gens qui connaissent le sujet, donc les gens qui sont côté business, côté métier, et les gens qui connaissent la data et les algos. Parce que les gens qui ne connaissent la data et les algos, si on ne les guide pas, ils vont aller un peu n'importe où. Même si c'est des hommes, ils sont plus intelligents que les IA et tout ça, il n'y a pas de problème, sauf que s'ils ne connaissent rien au métier, quoi.
en général. Et donc, si la rencontre ne se fait pas entre les deux, en fait, ça ne marche pas non plus, quoi. Et donc, il faut vraiment comprendre ces processus métiers pour trouver les meilleurs indicateurs. Et donc, voilà, si vous combinez en amont du projet, trouver les 1, 2, max 3 indicateurs de performance, plus le fait que ces indicateurs aient été trouvés à la fois entre des gens métiers et des gens data qui parlent, là c'est un bon combo gagnant quand même pour avoir à la fin un projet avec un bon ROI. Oui. Juste pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on met souvent en opposition les performances avec le côté éthique et pourquoi des fois ça paraît incompatible, c'est parce qu'il y a aussi un vrai challenge technique dans l'explicabilité des algorithmes. Par exemple à Toulouse, donc on a Anity qui est du coup un gros pôle de recherche qui est du coup concentré sur comment est-ce qu'on rend explicable et comment est-ce qu'on va pouvoir demain mettre en production des algorithmes d'IA fiables dans des systèmes critiques comme les fusées, les avions, etc. Et en fait, développer ces méthodes d'analyse pour les algorithmes, c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué. Il y a vraiment des mathématiques sous-jacentes et des théories sous-jacentes qui sont vraiment très dures à mettre en place. C'est d'ailleurs pour ça que c'est encore à l'état de recherche et qu'on a ce plan-là en France. Et c'est aussi ces choses-là en fait qui ont tendance aujourd'hui, donc il y a quelques techniques d'explicabilité d'algorithmes qui existent, qui ont tendance généralement à faire diminuer la performance des algorithmes qui étaient utilisés avant, voire rendre incompatibles en fait certains algorithmes avec les méthodes d'analyse. C'est pour ça qu'on met souvent en confrontation les deux termes. Maintenant, il y a énormément de recherches qui sont faites et c'est aussi pour ça qu'au-delà du conseil, aussi de la gouvernance et de mettre tous les acteurs autour de la table, demain il va aussi falloir, et c'est des choses qui n'existent pas forcément aujourd'hui, des outils techniques qui pourront rentrer dans tous les outils qu'on utilise pour vraiment intégrer en fait l'éthique dans tout le design du projet et aussi le développement du projet. Jérôme? Oui. Non. Donc, on l'a bien entendu, il y a un cadre, il y a toute une organisation et la question de l'éthique est au centre. Mais alors, bon, moi, j'aimerais reporter le débat plutôt autour des freins. Alors, nous, on fait partie, on est partenaire d'une étude de l'Observatoire Maturité Data qui auditionne des entreprises pour savoir où est-ce qu'elles en sont justement de leur maturité. Maturité Data dit aussi intégration d'intelligence artificielle. On se rend compte que, alors, dans la session 2021 qui va bientôt sortir, on constate que plus de 84% des répondants, et qui sont des TPE, PME, considèrent en effet que l'intelligence artificielle et que la data, le potentiel data, est important pour la performance de leur entreprise. Par contre, ce qu'on voit aussi, c'est que dans les principaux freins, et l'un des principaux freins qui ressort, et qu'on n'a pas encore abordé aujourd'hui, c'est la question du financement et la question évidemment du business model derrière. Donc, que pensez-vous de la question du financement? Comment justement dire à ces entreprises, trouver des solutions pour pouvoir financer des projets d'intelligence artificielle de manière viable? Tu veux que je commence? Vas-y, si tu veux. Non, mais là-dessus, ce que j'entends à chaque fois, c'est qu'à la fois, quand vous développez une application intelligente, ce qui revient à chaque fois, c'est se dire, ce qui est important, c'est se dire, OK, la performance, mais c'est vendre le produit en disant, est-ce que cette application, elle répond à deux choses? Est-ce qu'elle répond aux attentes des citoyens ou de mes clients et aussi aux exigences des utilisateurs en interne, en tant que salarié ou autre. Et quand vous avez cette dualité, finalement, vous pouvez associer ça aussi à des financements parce que ça démontre aussi tout l'intérêt, la légitimité de développer tel ou tel produit. C'est aussi se dire, finalement, vous voyez, moi j'ai développé une plateforme qui permet on parlait souvent, on bosse nous avec les ressources humaines forcément parce qu'il y a de plus en plus d'applications qui se développent, de plateformes pour trier d'un point de vue automatique les CV par des reconnaissances sémantiques et après par les mots-clés que la personne intègre dans la plateforme. Il dit là dans tel mot-clé, moi ça me permet de sélectionner sur 200 CV, j'en ai 20 ou 30. Même si c'est pas la décision finale, en tout cas ça permet de raccourcir tout le process d'un recrutement qui est sur des fois 5-6 tours d'entretien. Et là ça réduit à peut-être à 5 tours d'entretien le de 7.
Et donc, c'est aussi ça, je pense que quand moi, si j'ai une casquette d'investisseur, je vais regarder en disant, bah, OK, est-ce que cette application, elle existe, est-ce qu'il y a de la concurrence, est-ce qu'elle est novatrice, et que finalement, est-ce que ça va me faire un gain de temps ou de performance sur un secteur qui n'est pas du tout numérisé dans un process. Et donc, du coup, il y a une vraie valeur marchande là-dessus. Donc, le financement, après, ça se passe comme ça. Si je refinis en disant, nous, il y a des startups qui viennent en nous disant, bon, bah, vous voyez, on a une plateforme et puis bah, on ne sait pas si elle est performante, on pense, mais on ne sait pas si on a fait les choses bien. Et ils nous demandent de les labelliser, en fait, pour avoir que ça soit éthiquement acceptable. Pourquoi ? Parce que quand ils veulent faire une levée de fonds, et bah, le fait de rassurer, entre guillemets, les investisseurs ou les financeurs éventuels en disant bon, ok, ma plateforme, elle est performante dans son domaine-là. En plus, ils se sont assurés de tout ce qu'ils ont fait, c'est éthiquement acceptable pour la société, pour les citoyens, pour les utilisateurs. Donc, je pense que c'est un micmac d'un peu de tout ça qui fait qu'on arrive à trouver des financements et de la pertinence dans le financement, quoi. Antoine ? Oui, bah, je sais pas, ouais, peut-être si on veut synthétiser, enfin, il y a trois approches. Il y a l'approche qui va être la première qui est très, enfin, le boulot d'un chef d'entreprise. Le boulot des chefs d'entreprise, c'est aussi d'investir pour l'avenir. Donc, patron de TPE, PME, etc. Il y a aussi, en général, toujours un investissement chaque année qui est réalisé pour faire grandir l'entreprise. Quand je dis ça, un projet d'IA, effectivement, ça peut coûter plus ou moins cher, mais effectivement, si on est sur une approche comme ça qui est très pragmatique, en général, ce qui est bien, c'est de démarrer sur des petits sujets et qui vont sur lesquels on va avoir des ROI, voir ce qui se passe, et après les scaler progressivement. Et donc là, ça permet de bien qualifier un plan d'investissement, mais qui va être potentiellement intra-entreprise. Après, il y a un deuxième sujet. Alors, je ne crois pas que ça mais je pourrais le pousser auprès de Bertrand Montubert, si vous voulez. Mais je ne crois pas que ça existe encore dans la région Occitanie. Mais avec le Hub Francia, on a monté sur la demande de la région Île-de-France, pour le coup, un programme qui s'appelle le PACIA. Donc, PACIA, c'est quoi ? C'est 100% orienté TPE, PME. Et c'est un projet qui est enveloppe 40 000 €, financé à 50% par la région. Donc en gros, pour une PME, elle peut faire son premier projet IA, pour moitié prix, quoi. En gros. Et donc ça, effectivement, parce que comme vous le disiez, sur une TPE-PME, le niveau, enfin vous le savez, malheureusement, le niveau de digitalisation n'est pas forcément au top en France. Donc déjà, il faut détecter les PME qui sont à peu près, qui sont déjà digitalisées, qui ont déjà des données, etc. Donc ça, dans ce truc-là, ça permet d'avoir un premier diagnostic, un premier état des lieux. Ce diagnostic peut d'ailleurs être financé, ça c'est national, par BPI France, puisqu'il y a un dispositif qui s'appelle le DIAG-IA chez BPI France, disponible partout. Donc ça finance un diagnostic jusqu'à 10 000 € de mémoire. Donc ça, c'est aussi un truc qui est bien pour les TPE-PME. À la fin, en plus, vous avez un diagnostic, donc ça permet de choisir les investissements pour l'année prochaine. Et puis l'étape d'après, c'est de pouvoir faire un projet. Alors, j'essaierai de pousser le truc dans la région Occitanie, voilà, pour des premiers projets IA à 50%. Et puis le troisième, parce que in fine, faire une vraie transformation potentiellement à la fois numérique et à la fois vers l'intelligence artificielle, structurer les données, tout ça, ça peut être effectivement assez lourd. Donc là, après, il y a tous les dispositifs de financement. Dans le cadre de France Relance, il y a quand même énormément de dispositifs, soit sectoriels, qui sont disponibles, hein, dans l'aéronautique, dans le nucléaire, dans l'aérospatial. Il y a des très gros projets qui sont portés chez Equitia, dont un a été signé la semaine dernière autour des données spatiales avec le CNES, avec DAWEX, etc. Il y a, donc ça, c'est des projets plus conséquents, mais dans lesquels des PME ont tout intérêt à pouvoir s'immiscer. Tu parlais d'Anity, il y a aussi les projets qui sont faits avec l'IRT Systemics autour de la certification. Moi, je ne suis pas trop explicabilité, hein, mais je suis plutôt certification qui peut, y compris intégrer qui intègre notamment aussi la partie éthique pour les sujets qui concernent de l'éthique. Voilà, donc après, il y a des programmes de financement comme ça qui sont beaucoup plus gros, qui vont permettre de
financer des projets qui peuvent être de l'ordre de quelques centaines de milliers d'euros pour des programmes régionaux jusqu'à plusieurs millions d'euros, disons entre 4 et 10 millions d'euros pour des programmes nationaux, donc soit très sectoriels, soit très orientés sur des thématiques. Il y a typiquement sur les sujets IA un programme qui s'appelle appel à projet mutualisation des données pour l'intelligence artificielle. Donc c'est plateforme numérique, c'est un appel à projet dans la transformation de filière qui est porté par BPI France, qui permet de financer pour les startups, ça peut aller jusqu'à 45%, voire 60% s'il y a du reversement en open source. Donc là, qui va permettre d'aller chercher des budgets très conséquents pour financer des produits et des projets d'intelligence artificielle avec de la mutualisation de données. Donc qui va en plus transversaliser potentiellement au sein d'une filière des acteurs ensemble. Donc il peut y avoir des grands groupes, des académiques, comme les Super Labos à Toulouse, enfin, chez Anity, chez RT Systemix, et puis des PME. Donc ça aussi, c'est des frappes en croix et des programmes qui vont associer des startups plutôt côté IA et des PME ou des startups plutôt côté métier, que ce soit côté aéronautique, spatial, côté IoT, puisqu'il y a aussi un très beau pôle IoT ici, au côté cyber. Nous, l'entité qu'on a à Toulouse, c'est justement autour de la cyber. Tout le monde dit la cyber, c'est hyper tech, donc ils connaissent soit l'IA. Non, les deux mondes cyber et IA sont extrêmement éloignés. La plupart des plus belles boîtes IA en France, en général, plafonnent à 2 data scientists. Donc, autant vous dire qu'ils ne sont pas encore au top sur l'IA. Aléa sera aussi au campus cyber qui est à la Défense, mais le sujet de la cyber et de l'IA est un gros sujet et les rapprocher les deux mondes est très conséquent. Voilà, tout ça pour synthétiser en gros 3. Un financement propre, c'est le boulot du chef d'entreprise. 2, la partie plutôt accompagnement premier projet. Et 3, pour les plus matures, aller vers des programmes de financement plutôt collaboratifs qui permettent quand même d'avoir des financements de l'ordre d'un... on peut monter à 1 million, 2 millions, voire 5 millions pour certains projets. Sans compter après, je ne vais pas parce que là on parlait plutôt TPE, PME, mais après il y a toutes les aides européennes, mais même dans les aides européennes, il y a typiquement les projets FEDER dans lesquels les PME peuvent, et qui sont aussi disponibles en Occitanie, dans lesquels les PME peuvent, et qui vont financer des projets pareils de quelques centaines de milliers d'euros. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Merci beaucoup pour cet éclairage, en effet, de tous les dispositifs qui existent. Bon, malheureusement, nous sommes rattrapés. Parce que j'en ai fait la pub, mais je ne suis pas du tout public. Donc, j'ai aucune action ni chez BPI France, ni à la région. Je suis 100% privé. Donc. Non, mais c'est intéressant de toujours partager parce que c'est vrai que souvent, c'est par méconnaissance. Les peurs s'installent, on ne veut pas y aller, on a peur d'y aller parce qu'on ne sait pas ce qui existe. Donc, il est toujours bon de se faire un petit récapitulatif et de rappeler, évidemment, qu'en effet, tout est opportun aujourd'hui pour intégrer des projets d'intelligence artificielle chez soi. Bon, j'espère que vous l'aurez compris. L'heure nous rattrape. On arrive à la fin de cette table ronde. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui auraient des questions? C'est maintenant. Eh bien, parfait, c'est que c'était absolument clair. Un tout petit complément sur les peurs que tu citais. Dans ces peurs, il y a effectivement la connaissance et 2, le fait de monter les projets. Et là-dedans, c'est un sujet dont on peut parler aussi avec Olivier, mais je pense qu'il y a peut-être un intérêt à construire des choses avec Equitia. Et par ailleurs, le Hub Francia, qui est national aussi, on accompagne le fait de monter ce genre de projet, d'éclairer sur les aides possibles, etc. On ne connaît pas toutes les aides dans toutes les régions, mais en tout cas, on accompagne ça et potentiellement, peut-être qu'on peut monter des choses avec Equitia ici pour simplifier ça. Pardon. Non. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous 3 pour vos interventions. Et bien, je vous souhaite à tous un bon appétit puisque c'est l'heure du déjeuner et une pause. Ah, nous avons un intervenant surprise. Oui, je me fais le porte-parole d'Edouard, président de la Mêlée, que vous connaissez tous, pour vous remercier. Déjà, je pense qu'on peut les applaudir. Merci à vous 4. Merci pour l'animation, Magali. Merci, Olivier.